Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous partons à la rencontre des figures qui ont marqué l'histoire. En 1832, un jeune homme mystérieux fait sensation dans les salons littéraires parisiens. Cet écrivain est célébré partout en France et incontesté dans le paysage littéraire français. Mais George Sand n'est pas celui qu'on croit. Derrière ce pseudonyme masculin se cache Aurore Dupin, une aristocrate qui défie tous les codes. Préparez-vous à découvrir la femme qui osa tout changer. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure absolument incroyable, une femme qui a complètement fait exploser les codes de son époque, George Sand. Imaginez un peu, pour pouvoir exister, pour être une artiste, elle a dû prendre un nom d'homme et en quelque sorte réinventer toutes les règles du jeu. C'est vraiment la question qui est au cœur de tout, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Comment une baronne, en plein 19e siècle, a pu se hisser au sommet de la littérature française, sous une identité masculine? C'est un vrai paradoxe. On va essayer de comprendre comment elle a réussi à jongler entre les obligations de son milieu et cette soif, mais une soif incroyable de liberté, pour finalement s'imposer dans un monde littéraire qui était, on peut le dire, un club exclusivement masculin. Alors pour comprendre, il faut revenir au tout début. Avant George Sand, il y avait Aurore Dupin. C'est là que tout commence. Dès le départ, sa vie est marquée par une sorte de grand écart. D'un côté, un père aristocrate, de l'autre, une mère issue du peuple. Elle est littéralement entre deux mondes. Et puis, drame, son père meurt. Elle se retrouve élevée par sa grand-mère paternelle. C'est une éducation bien sûr très soignée, mais qui la coupe de sa mère, de ses origines plus populaires. Au couvent, elle se réfugie dans les livres. C'est là que sa passion naît. Et puis, à 18 ans, le chemin tout tracé pour une jeune fille de la bonne société. Le mariage arrangé. Pas vraiment le choix. Et ce mariage, c'est une catastrophe. Une déception totale. Elle se retrouve coincée dans une vie bourgeoise d'un ennui mortel. Ce n'est pas juste une vie qu'elle veut fuir, c'est une véritable prison, une cage dorée. Son esprit, lui, il est déjà ailleurs. Il est nourri par toutes ses lectures. Il bouillonne. Il ne rêve que d'une chose. D'indépendance, de vraie passion, et surtout, de création. Et c'est justement cette soif de liberté qui va tout faire basculer. Elle va faire quelque chose de radical, de complètement impensable pour l'époque. Elle va se réinventer de A à Z. C'est la naissance de George Sand. Regardez ce contraste, c'est saisissant. D'un côté Aurore, de l'autre George. Elle fait table rase du passé. En 1830, hop, elle quitte son mari. Il faut bien mesurer l'audace du geste à l'époque. Elle plaque la province pour la liberté de Paris. Et puis, il y a ce fameux costume d'homme. Ce n'est pas juste pour le style, attention, c'est avant tout un passeport pour la liberté. Ça lui permet de se balader partout, d'entrer dans les théâtres, dans les cafés littéraires, tous ces endroits où une femme seule n'avait tout simplement pas sa place. Bref, elle échange sa cage contre une vie de création. Et là, c'est le moment clé. 1832, son premier roman en solo, Indiana. C'est une bombe, un livre qui dénonce le mariage forcé, qui crie le droit à l'amour, à la passion. Et le succès, il est fulgurant, immédiat. Tout Paris ne parle que de ce fameux George Sand. Le truc, c'est que personne ne sait encore qui se cache derrière ce nom. Mais tout le monde sent qu'une nouvelle voix, une voix puissante et incroyablement audacieuse, vient de faire son entrée dans la littérature. Bon, une fois cette liberté acquise, George Sand ne va pas faire les choses à moitié. Elle va la vivre à 1000%. Dans ses écrits bien sûr, mais aussi dans sa vie privée. Et sa vie amoureuse va devenir un véritable roman, presque aussi célèbre que ceux qu'elle écrit. Et le premier grand chapitre de ce roman sentimental, c'est sa liaison avec le poète Alfred de Musset. Alors là, attention, on entre dans une relation explosive. Une histoire qui va devenir mythique pour son amour fou, mais aussi pour son chaos permanent. Franchement, leur histoire, c'est le cliché parfait de l'amour romantique, avec tout ce que ça implique de passion et de drame. Ça commence par un coup de foudre en 1833. Ils partent à Venise, ça devrait être idyllique, mais ça tourne au cauchemar. Entre la maladie, les tromperies, c'est le chaos total. La rupture en 1834 est hyper douloureuse pour les deux. Mais, et c'est ça qui est fou, cette souffrance va devenir le carburant de leur écriture. Ils vont transformer leur douleur en chef-d'œuvre. Après l'ouragan Musset, place à une relation complètement différente. Plus longue, plus posée en apparence, mais tout aussi intense. Avec un autre génie, le compositeur Frédéric Chopin. Là, on est sur une autre dynamique. Leur histoire va durer presque 10 ans. Elle devient un peu son infirmière, sa protectrice, sa muse. Il faut dire que Chopin avait une santé très fragile. Leur maison de Nohant, c'est un peu le QG de la création. Une période de créativité mais hallucinante pour tous les deux. C'est là qu'ils produisent certaines de leurs plus grandes œuvres. Malheureusement, des conflits de famille viennent tout gâcher et le couple se sépare en 1847. Une rupture terrible dont Chopin, dit-on, ne se remettra jamais vraiment.
Mais attention, ce serait une grosse erreur de ne voir en George Sand que ses histoires d'amour. Parce que pendant tout ce temps, il y a autre chose qui grandit en elle, une vraie conscience politique. Et sa plume, elle va aussi s'en servir comme d'une arme. À une époque où toute la littérature parisienne ne jure que par les salons bourgeois, elle fait le contraire. Elle prend tout le monde à contre-pied et elle retourne à la campagne, à ses racines. C'est là qu'elle invente un genre, les romans champêtres. Et ce qui est génial, c'est qu'elle ne se contente pas de décrire la vie des paysans, non, elle la sublime, elle lui donne de la noblesse, de la poésie. Et ça, c'est révolutionnaire. Elle dit au monde entier, regardez, la vie de ces gens-là, c'est aussi de la grande littérature. Et son engagement ne s'arrête pas là, elle devient de plus en plus concret. Elle se passionne pour les idées socialistes. Quand la révolution de 1848 éclate, elle ne reste pas dans son coin, elle plonge dedans. Elle est sur le front, elle utilise sa célébrité pour défendre la Nouvelle République, elle écrit des bulletins, des articles, elle est à fond. Bon, l'échec de cette révolution sera une énorme déception pour elle, mais cette fibre sociale, ce combat pour plus de justice, ça restera au cœur de son œuvre jusqu'à la fin. Alors, au final, après tout ça, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que cette femme, qui a vraiment eu l'air de vivre 1000 vies en une, nous a laissé? C'est quoi l'héritage de cette pionnière? Ce chiffre, il donne le vertige, non? Plus de 40 000 lettres. Il faut s'arrêter une seconde pour imaginer ce que ça représente. C'est une vie entière passée à écrire, à échanger, à débattre, à construire des ponts avec les plus grands esprits de son temps, comme Flaubert par exemple. Ce n'est pas juste du courrier, c'est le disque dur de sa pensée, le témoignage d'une intelligence et d'une énergie hors du commun. Et son influence, elle est énorme, sur plusieurs plans. D'abord, et c'est peut-être le plus important, elle a ouvert une porte. Elle a prouvé qu'une femme pouvait non seulement écrire, mais en vivre. Être une professionnelle, une intellectuelle respectée au même niveau qu'un Victor Hugo. Elle a vraiment préparé le terrain pour toutes les autres. Et puis son succès au théâtre dans les années 1860, ça montre bien qu'elle n'était pas juste une autrice pour l'élite, mais qu'elle savait parler à un public très large. Elle reste bien sûr une icône pour les mouvements féministes. Et le jour de sa mort, en 1876, tout le monde est d'accord. Il n'y a plus de débat. L'émotion est immense. Ses pairs, les écrivains de son temps, même ceux qui l'avaient critiqué, reconnaissent son génie. On salue unanimement son talent, bien sûr, mais aussi son rôle essentiel dans l'émancipation des femmes. Ce n'était pas seulement une grande plume, c'était une force de la nature, une force qui a fait bouger les lignes. Et c'est la question qui résume tout finalement. Avec George Sand, on ne sait jamais où commence la vie et où s'arrête l'œuvre. Les deux sont tellement liés. Chaque passion, chaque combat a nourri ses romans. Et chaque roman était une nouvelle façon de vivre, de se battre. Une pionnière, une amoureuse, une combattante. Voilà qui était George Sand. George Sand nous a quittés, mais son message résonne encore aujourd'hui. De ses amours tumultueuses avec Musset et Chopin à ses romans immortels, elle a vécu 1000 vies en une seule existence. Son combat pour l'égalité, la défense des opprimés et le refus des conventions font d'elle une pionnière moderne. Elle reste un modèle d'indépendance et de courage pour toutes les générations. Vous avez aimé découvrir cette figure historique ? Abonnez-vous pour plus de portraits de personnages extraordinaires et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Dites-nous en commentaire quel portrait vous voudriez voir à l'avenir. À très vite pour de nouvelles aventures.